Situé sur une terre de 7 hectares dans les gorges de la Siagne au cœur du parc Natura 2000 et du parc naturel des Préalpes d'Azur, entre la commune de Saint-Vallier de Thiers et celle d'Escragnole dans les Alpes-Maritimes, Terra Bella est une ferme agroécologique, autonome, respectueuse de la biodiversité, où se mêle une harmonie, une codépendance entre l'apiculture, l'agriculture et le tourisme. Nous écoutons tout de suite Julien Gaubert qui nous décline les 5 grands axes de cette ferme. La ferme Terra Bella se décline en 5 grands axes. Le premier axe est l'apiculture, qui est mon cœur de métier, que j'ai développé depuis 2011. Ensuite, la pédagogie, avec la création de l'association Natura Bella, qui a été développée en 2014. Puis ensuite, les vergers conservatoires, qui ont été développés à partir de 2017. En parallèle de tout ça, aussi l'agrotourisme, pour pouvoir justement accueillir des gens sur la ferme. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes en plein développement de l'apithérapie, pour pouvoir sensibiliser sur les bienfaits des produits de la ruche. L'apiculture est devenue mon cœur de métier par la force des choses, en apercevant de l'importance de l'abeille sur la planète. J'ai donc démarré cette activité par passion en 2011, avant d'acquérir les terres de la ferme Terra Bella. J'ai commencé pour développer cette activité apicole avec un cheptel de 50 ruches que j'ai au fur et à mesure des années développé pour arriver jusqu'à environ 200 ruches, avec le choix de rejoindre la mention Nature et Progrès. Cette mention est constituée d'un cahier des charges strict qui pour moi a des valeurs de fonctionnement et de production au plus proche du vivant et de la nature. Tout ceci en accord avec mon éthique de production. Concernant les productions de miel, j'ai fait le choix d'installer mes ruchers dans différentes zones, partant du littoral jusqu'en zone montagne et haute montagne. Suivant les saisons et les floraisons, je transhume les colonies d'abeilles vers différents ruchers pour pouvoir leur offrir la base de nourriture dont elles ont besoin à leur bon développement, ainsi que de pouvoir produire des miels de différentes variétés, tels que le miel de lavande sauvage, le miel de printemps, le miel de maquis, le miel d'acacia, le miel de sapin que je fais en haute montagne, et bien d'autres miels. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur mes techniques apicoles ainsi que sur les produits de la ruche, rendez-vous directement sur le site internet où justement on a pu développer beaucoup plus de contenu. Comme pour l'apiculture, la raison de me tourner vers l'arboriculture, avec la mise en place de ce verger conservatoire, a été la prise de conscience et la dynamique de vouloir faire quelque chose pour protéger ces variétés anciennes de fruits, ainsi que de l'importance de planter des arbres fruitiers. Alors pour cela, tout a débuté sur ces parcelles en 2017, où j'ai mis en place un financement participatif afin de m'aider à pouvoir financer la plantation des arbres fruitiers, ainsi que la mise en place d'une clôture tout autour de la ferme pour pouvoir se protéger des animaux, de la faune et de la flore environnantes. Afin de pouvoir mettre en place un verger conservatoire, on a fait le choix sur les premières plantations de planter 500 arbres fruitiers grâce à ce financement participatif, avec en tout plus de 180 variétés différentes, comme par exemple ces pêches de vigne et comme vous voyez là ici, des amandes. Sur la ferme, nous avons par exemple environ plus de 7 variétés d'amandes différentes. Donc là ici, on se trouve sur une autre parcelle de la ferme, parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai continué à planter plusieurs arbres fruitiers. Là, cette parcelle-là a pu être plantée grâce à l'aide de l'association Pure Projet, qui a pour but de pouvoir aider à mettre en place des plantations fruitières, ainsi que des haies pollinifères, nectarifères et des haies multistrates. J'ai aussi fait le pari d'essayer sur la ferme de planter des agrumes, puisque je me suis rendu compte lors des recherches des variétés anciennes que beaucoup d'agrumes étaient originaires du Japon et qu'elles avaient beaucoup de résistance aux températures basses, donc au gel. Donc du coup, on a mis en place sur la ferme quelques arbres, quelques agrumes. Donc là, vous avez un citronnier, là vous avez un citronnier caviar. Ensuite, là ici, c'est un mandarinier. Donc on les a plantés vraiment très petits. Et voilà, 4 ans après, ce que ça donne. Donc ils poussent très lentement, mais ils sont là et ils commencent même à pouvoir produire quelques fruits depuis 2 ans. Donc voilà par exemple une mandarine, ainsi que 2 autres ici en dessous. Pour les 10 ans de la ferme, on a fait le choix de nous offrir l'adhésion à l'association LPO, de lutte protection pour les oiseaux, afin de pouvoir être un site de protection pour les oiseaux. Pour cela, afin d'aider les oiseaux à nicher sur la ferme et les attirer,
nous avons, lors de la journée porte ouverte de juin 2023, pour fêter les 10 ans de la ferme, mis en place plus de 29 nids dans les arbres de la ferme. Nous ne sommes pas relayés au réseau d'eau public, donc nous récoltons toutes les eaux de pluie avec toutes les différentes structures et bâtiments de la ferme. Et ensuite, on va stocker toutes ces eaux de pluie dans des coussins d'eau pour pouvoir ensuite les utiliser tout au long de l'année. Afin d'optimiser et de ne pas gaspiller cette quantité d'eau, nous avons mis en place en 2022 tout un système d'irrigation et de goutte à goutte sur tous les vergers de la ferme, afin de pouvoir justement mieux gérer nos arrosages et les quantités d'eau que nous utilisons à chaque fois. Alors, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui maintenant nous sommes en plus de 1000 arbres fruitiers plantés sur environ 2 hectares. Sur ces 1000 arbres fruitiers, nous avons approximativement 250 variétés différentes de fruits, et tous ces fruits sont de variétés anciennes. Première plantation que nous avons pu faire des 500 arbres fruitiers, on l'a fait grâce à un financement participatif, et je vous invite à regarder cette vidéo où justement on explique beaucoup plus en détail toute cette dynamique de ce projet. Pour respecter au mieux l'environnement et mes valeurs, depuis le début des plantations, tout a été labellisé sous la mention Nature et Progrès et le label AB avec EcoCert, donc l'agriculture biologique. Concernant mes techniques agricoles en arboriculture, je me suis imprégné de comment fonctionne la nature et quels sont les besoins d'un arbre dans son état naturel. Pour cela, j'ai donc fait le choix de toujours laisser de la matière sur le sol. Donc on a déjà commencé à mettre en place un broyat de bois, ce qui a permis du coup aussi de générer les déchets verts de la ferme en les broyant et en les répartissant au pied des arbres fruitiers. Puis ensuite, j'ai rejoint l'association Agribio, dont je suis adhérent, pour pouvoir justement faire des recherches autour de la vie du sol. À partir de là, on a travaillé donc sur une recherche de toutes les ressources végétales et autres qu'on pouvait trouver dans les Alpes-Maritimes autour de nous. Et donc, on a commencé à pouvoir réfléchir sur la mise en place de la laine au sein des plantations, qui a pour plusieurs objectifs, déjà d'éviter l'évaporation d'eau, ce qui est très important dans les plantations et surtout par les temps qui courent avec les périodes de sécheresse que l'on vit, et aussi de pouvoir être un apport d'azote pour les plantations et les arbres fruitiers. Pour cela, on a donc mis en place un paillage sous le BRF, donc le broyat de bois de la laine de mouton, qu'on a pu récolter chez un éleveur juste à côté de chez nous. Et sur les nouvelles plantations, comme celle-ci par exemple, nous avons pu mettre tout au fond du trou de la laine, qui permet de faire du coup une éponge pour capter et garder l'eau au fond des racines. Et ensuite, nous en avons mis aussi en paillage sous le BRF. En 2015, j'ai donc fait le choix de commencer à mettre en place de l'agrotourisme afin de pouvoir proposer aux gens une sensibilisation à l'agriculture, mais aussi de pouvoir leur proposer une autre forme de voyage afin de pouvoir venir visiter une ferme et s'imprégner de la vie d'une ferme pendant leur séjour. Donc nous avons mis en place cette première yourte traditionnelle mongole. J'ai fait le choix de mettre en place une toiture au-dessus afin de pouvoir récupérer les eaux de pluie qui tombent dans une citerne plus basse, afin que la yourte soit complètement en autonomie concernant l'eau. Donc nous sensibilisons déjà les personnes et les voyageurs qui viennent y séjourner à faire attention à leur consommation d'eau, mais aussi à montrer que c'est possible de récupérer cette eau de pluie et ensuite de la réutiliser dans sa vie quotidienne. Ensuite, là ici, vous avez l'intérieur de la yourte. Donc nous avons également installé à l'extérieur de la yourte l'espace sanitaire. Donc là ici, nous avons un petit espace lavabo pour la cuisine. Et puis ensuite, là ici, la salle de bain. Une des spécificités donc de nos yourtes, c'est aussi les toilettes sèches. Donc ce sont des toilettes sèches un peu particuliers. C'est des toilettes sèches sédois. Et en fait le principe, c'est qu'elles trient les matières fécales et l'urine afin de pouvoir fonctionner comme un toilette sèche et utiliser que très peu d'eau, puisqu'il y a une toute petite chasse d'eau de 10 centilitres qui permet de rincer la partie urine. Et il n'y a aucune odeur. La seule gestion est de vider du coup le compartiment des matières fécales à peu près une fois tous les mois pour une famille de 4 personnes, ce qui est quand même assez agréable en termes de gestion, et d'utiliser le minimum d'eau, contrairement à un WC qui peut utiliser jusqu'à plus de 50 litres à 100 litres par famille chaque jour. La pédagogie faisant partie intégrante de mon cursus professionnel, puisque c'était mon premier cœur de métier,
J'ai exercé pendant plus de 10 ans l'animation en tant qu'animateur et directeur de centre de loisirs, puis formateur BAFA. Et dans ma reconversion professionnelle en 2011, dans l'apiculture et donc l'agriculture, j'ai voulu justement sensibiliser les enfants à l'importance de l'abeille et la protection de l'environnement. En 2014, j'ai donc décidé de créer l'association Natura Bella afin de pouvoir mettre en place des ateliers pédagogiques autour de l'environnement et autour des abeilles pour sensibiliser les plus jeunes et le grand public à l'importance de l'abeille et la protection de la biodiversité. Une éducation nécessaire et primordiale afin de pouvoir, dans les années à venir, mieux préserver la planète et garantir aux générations futures un plus bel avenir. Afin de pouvoir aider l'association à mettre en place ces ateliers pédagogiques, je prête à l'association l'intégralité de ma ferme pour pouvoir mettre en place les visites des ruchers, les visites de la miellerie, les visites des vergers conservatoires. Et en plus de cela, j'ai mis à disposition cette parcelle de 5000 m² à l'association pour qu'elle puisse développer dans le temps différents projets. Au fur et à mesure des années, je me suis de plus en plus intéressé à l'apithérapie et tous les bienfaits de ces différents produits de la ruche. J'ai pu aussi beaucoup échanger avec le président de l'association, Romain Martin, qui s'est lui-même aussi formé en apithérapie, pour pouvoir mieux conseiller mes clients et mieux comprendre tous ces différents produits. Afin de développer l'apithérapie, nous avons pour projet avec l'association Natura Bella de mettre en place un temple aux abeilles sur les parcelles que je prête à l'association au sein de ma ferme, pour pouvoir justement développer différentes techniques de l'apithérapie, comme la respiration de l'air des ruches, mais aussi d'avoir un support pédagogique pour sensibiliser les personnes au monde de l'abeille et des bienfaits de tous les produits de la ruche. Nous vous en parlerons dans une prochaine vidéo dédiée complètement à cela.